Professeur Rousse, Oui. qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'énergie solaire? L'énergie solaire, en fait, c'est une énergie extrêmement abondante et puis je suis un peu le courant aussi. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je suis persuadé que c'est une énergie qu'on doit utiliser, mais il y a de cela pas très longtemps, c'était vraiment pas très rentable de penser à faire des projets d'énergie solaire, que ce soit au Québec ou même dans d'autres pays. Puis progressivement, le coût de l'énergie solaire, l'implantation technologique est devenue beaucoup moins élevée qu'auparavant. Puis c'est devenu compétitif avec d'autres sources. C'est juste que souvent on ne le sait pas. Et c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'en parler davantage pour que les gens puissent faire des analyses technico-économiques en fonction de leurs besoins afin de savoir si ça pourrait être une des sources qui pourrait éventuellement remplacer le pétrole, le gaz et le charbon. Bien entendu, la situation n'est pas comme ça au Québec. On a de l'hydroélectricité, mais dans certains cas, on a des génératrices dans des pourvoiries puis dans des camps qui ne sont pas reliés au réseau d'Hydro-Québec. Puis on a même des régions complètes du Québec, les îles de la Madeleine, de Nunavik, qui ne sont pas reliées au réseau d'Hydro-Québec. Puis l'énergie photovoltaïque pourrait être une très bonne énergie. Ah oui, mais comment ils ont leur énergie aux îles de la Madeleine? Présentement, c'est une centrale thermique au mazout et c'est quelque chose qui est géré par Hydro-Québec. Puis c'est la même chose. Le Nunavik fonctionne aussi avec ça. Ça a des impacts importants. Par exemple, pour produire 1 kWh d'électricité au Nunavik, on émet 759 grammes de CO2. On entend parler avec l'accord de Paris puis le réchauffement climatique, le CO2, c'est pas bon. Pour le reste du Québec, c'est 2. Donc là, on a un impact là, qui est 400 fois plus important là, quand on se déplace au nord. C'est pour ça qu'il y a un intérêt pour l'énergie solaire, pour ces régions qui ne sont pas connectées au réseau d'Hydro-Québec. Alors ça, c'est un tube sous vide qu'on utilise dans des capteurs solaires thermiques. Puis il y a une particularité vraiment intéressante. Puis là, je vais prendre son petit frère parce que quand j'ai ça dans la main, je me sens pas mal handicapé. Mais ça, c'est le full size. C'est celui qu'on achète préférablement en Chine parce qu'il coûte moins cher et qu'on fait venir pour faire des projets. Alors, je prends sa contrepartie de démonstration. Alors, je vous explique un peu comment ça fonctionne, ce truc-là. Vous avez un tube qui est constitué de 2 parois successives de verre, puis vous avez le soleil qui passe ici à travers la première partie. Vous savez que le soleil passe à travers les fenêtres, hein, vous en avez chez vous. Et là, il va frapper la deuxième partie en verre qui, elle, est recouverte d'un absorbeur. Alors, on met un matériau qui absorbe principalement le rayonnement visible et le rayonnement infrarouge du soleil. Et ensuite de ça, comme il y a le vide entre les 2 parois de verre, même s'il y a du rayonnement à une longueur d'onde très différente du soleil, il reste attrapé entre les deux par un effet qu'on appelle l'effet de serre, dont on entend parler beaucoup avec l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et comme il n'y a pas d'air, il ne peut pas y avoir de perte. Quand vous faites ça avec votre main, vous avez de l'air chaud, vous le sentez, on appelle ça un transfert convectif, mais s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de chaleur. Alors ça emprisonne la chaleur. Et ça sert à chauffer des fluides ou bien directement. Vous mettez de l'eau dedans. Ça, je le prends, je l'expose, par exemple, au soleil à moins 27 sur le toit de l'école de technologie supérieure quand il fait moins 27, puis je fais bouillir l'eau à l'intérieur. C'est vraiment efficace parce qu'il n'y a pas de perte. Les seules pertes qu'il y a sont par ça ici. Et par le petit, il y a un petit, on ne le voit pas ici, là, mais il y a un petit support métallique à l'intérieur qui change de forme pour accepter la dilatation thermique, dont mon collègue Laurent en parlait un peu tantôt. Mais à part ça, il n'y a pas de perte là-dedans. Donc, dès qu'il y a du soleil, ça chauffe, puis ça chauffe beaucoup. D'ailleurs, on risque de se brûler si on prend un tube comme ça, on l'installe dans le jardin chez soi, ne serait-ce que pendant 10 minutes. Si vous vous mettez le doigt à l'intérieur, sur la paroi intérieure de verre, vous allez avoir une cloque, c'est évident. Donc, c'est l'une des techniques nombreuses dont je vais vous parler pour capter le soleil. Elle fait partie d'une famille de techniques, le solaire thermique. Thermique veut dire chaleur. Puis pour transférer cette chaleur-là, il y a toutes sortes de dispositifs. Vous voyez un petit peu comment ça marche ici. Ça, il y a de l'eau qui circule à l'intérieur. Vous avez ce qu'on appelle une ailette qui vient chaude et qui, par conduction, va aller absorber la chaleur de l'intérieur qui est en verre ici, puis qui va le transférer au liquide qui va circuler. Vous pouvez regarder ce genre de petit bidule-là, celui aussi, pour voir comment c'est fait. Vous êtes assez proche ici, vous voyez très, très bien comment ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, le plan de la présentation, je vais vous parler de Energia
Énergie, energy ou énergie. Bien bizarre, hein? C'est le même mot dans toutes les langues. En allemand, en espagnol, en français, en anglais, c'est le même mot. Je vais vous parler du soleil. Je vais vous parler du solaire thermique, donc la grande famille que j'ai évoquée tout à l'heure, le solaire photovoltaïque. Et ensuite de ça, je vais conclure très brièvement, puis je vais tenter de répondre à vos questions si je le peux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, de l'énergie? Très bonne réponse, ça n'existe pas. Non, c'est une bonne réponse. De l'énergie, on vous fait croire de ça depuis que vous êtes jeune. Ah, je manque d'énergie. Hey, t'es plein d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Mais l'énergie, là, ça n'existe pas. L'énergie, ça existe dans la tête d'une espèce qui vit sur la Terre qui s'appelle Homo sapiens. Homo sapiens, c'est la seule espèce sur la Terre qui a subi la révolution cognitive, qui est capable de croire à des concepts abstraits très grands qui le dépassent. L'État, la religion, la famille, ça fait toute partie de ça, puis l'énergie aussi. Mais l'énergie, je ne m'étendrai pas là-dessus, parler de philosophie, de sociologie, etc. Même si ça n'existe pas, dans notre tête, on dit que ça marche et ça nous permet d'expliquer un sacré paquet de phénomènes. Par exemple, je prends ce stylo-là, puis quand je le lâche, là, il va-tu partir vers le haut ou vers le bas? OK, il part vers le bas, tout le monde était convaincu parce que tout le monde sait que quand il était en haut, il était plein d'énergie dite potentielle. Puis quand je l'ai lâché, il a acquis de l'énergie dite cinétique. Donc, on a transformé un potentiel dû à la hauteur en de la vitesse, une autre forme d'énergie. Puis si on n'avait pas à se préoccuper du fait que le crayon, quand il descend, il frotte dans l'air, on pourrait dire que toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Alors, l'énergie, c'est un concept avec lequel on travaille, mais c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Puis l'autre chose, on ne peut pas voir ça, à part quand on voit une grosse étincelle. Là, de l'énergie électrique, on n'en voit pas. Puis de l'énergie thermique, à part avoir une caméra thermique, on ne la voit pas non plus, cette énergie-là. Alors, si vous voulez voir des choses sur la conservation dite de l'énergie, j'en ai dit quelques mots, le Massachusetts Institute of Technology, qu'on appelle le MIT, un acronyme plus connu dans le monde que celui de ETS, quoique certains de mes boss voudraient me faire croire, il possède une série de simples vidéos sur le sujet. C'est super le fun, il utilise des caméras thermiques. Si vous voulez la présentation, je vais évidemment vous la mettre à disposition. C'est chouette. Si vous avez des questions sur l'énergie, là, il y a une foule de présentations qui sont disponibles. Alors, je sais que vous avez un examen du ministère, mais là, je vous remercie d'être là quand même. Alors, la première loi de la thermodynamique joue un rôle important, prépondérant dans tout ce qui est énergie, mais énergie renouvelable aussi. Alors, on ne peut pas s'en tirer. Et puis, qui dit conservation de l'énergie, on ne peut pas faire autrement que de référer à ce célèbre scientifique qui a perdu la tête dans une révolution non moins célèbre, qui était la Révolution française, c'est Antoine de Lavoisier. Il a dit, en clair, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Oui? Oui, je pense dans vos cours de physique, on vous dit ça. Il n'a pas dit ça tout à fait de cette manière-là. On va regarder ce qu'il a dit vraiment dans le temps, là. Toutes les variations de chaleur, réelles ou apparentes, qui éprouvent un système de corps en changeant d'état se reproduisent en ordre inverse lorsque le système repasse à son état initial. Il parlait bien sûr d'une réaction thermodynamique qu'on dit réversible. On sait que dans la vraie vie, les trucs réversibles, il n'y en a pas bien. C'est bien difficile. Si vous faites brûler une bûche de bois, vous prenez la cendre, vous essayez de refaire une bûche après, ça ne marchera pas fort. Donc des trucs réversibles, il y en a très peu, mais il y en a certains. M. Lavoisier était le premier et on lui attribue la paternité de la conservation de ce qu'on appelle l'énergie. Puis l'énergie, en fait, aujourd'hui, on en a deux sortes. Celle qui est dite mécanique, pour faire avancer les choses, bouger les choses, puis on a unifié cette théorie-là avec celle de la chaleur, où on a des manifestations d'augmentation de température. Donc la température monte, on dit qu'il y a plus de chaleur, puis on sait aujourd'hui qu'il y a une adéquation entre les deux, que ça procède du même principe. Puis ça, à qui on attribue ça? C'est un monsieur qui s'appelait Joule. Puis si vous faites des études de physique au secondaire, puis même à l'université, bien, tout le monde connaît ça, l'unité du Joule. Mais on va rendre à César ce qui est à César.
C'est un médecin, en fait. Il s'appelait Robert Meyer. C'était un Allemand qui était en croisière dans le Pacifique Sud, qui a eu l'idée, le premier, avant Joule, que l'énergie thermique, donc la chaleur, puis l'énergie mécanique, ça faisait partie de la même famille, c'était la même chose. Alors, moi, j'aime bien ça, rendre à César ce qui est à César, mais M. Joule, il faisait partie de la Royal Society of London, puis à cause de ça, bien, il avait un petit peu plus de crédibilité que d'autres. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que même si, par exemple, Quentin, à un moment donné, tu as une bonne idée, là, puis tu n'as pas un doctorat en génie, tu es quand même capable d'exploiter ta bonne idée, puis si elle est bonne, elle va finir par percer. Tu n'as pas besoin d'avoir un doc pour ça. Je t'incite quand même à venir travailler dans mon lab. Alors, l'énergie, sa consommation est exprimée, quand on fait des bilans à l'échelle de la Terre, en millions de tonnes équivalent pétrole. Alors, d'après vous, là, est-ce que le monde consomme 5 000, 7 700 ou plus de 10 000 millions de tonnes équivalent de pétrole par année? Alors, les tenants du 5 000 lèvent la main. Il n'y en a pas beaucoup. 7 700? Plus que 10 000? Ouais, toute une gang de fans du BP Statistical Review of World Energy qui avait lieu. Vous étiez tous en ligne avec Spencer Dale, l'économiste en chef de BP, jeudi dernier. Non, je suis sûr. Moi, j'y étais. Alors, ce qu'il faisait, M. Dale, il faisait comme à chaque année une revue de l'état de l'énergie de l'année précédente. Donc, il nous donnait, c'était quoi les grandes tendances énergétiques pour 2018. Ils font toujours ça en juin. L'Agence internationale de l'énergie fait ça au mois de novembre. Ils se lancent la balle. Et moi, j'aime bien regarder les différences entre les deux. Alors, on va aller chercher les BP Stats Review of World Energy. Là, j'ai celle de 2016, mais en 2018, ça ne change pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on présente là-dessus? Je vais faire le bon prof de secondaire, même si je ne suis pas au secondaire. Alors, on vous présente ici en ordonnée la quantité d'énergie qu'on consomme en millions de tonnes équivalent pétrole. Parce que ce soit des renouvelables, que ce soit du bois, que ce soit du charbon, que ce soit du gaz, on convertit avec le pouvoir calorifique des substances. Qu'est-ce que ça représenterait en pétrole pour avoir une base commune de comparaison? Et ça, ce sont les années 1990 jusqu'à 2015, évidemment. Ça va toujours avec l'année d'avant. Et ce qu'on constate, c'est quoi? Bien, il y a un paquet de choses sur ce graphique-là. Hein? Tout d'abord, il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de rouge, puis il y a beaucoup de vert. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommation qui est du charbon, il y a beaucoup de gaz naturel et il y a beaucoup de pétrole dans notre consommation d'énergie. Êtes-vous surpris? Surprise? Non. C'est sûr que ce n'est pas surprenant. Il y a une chose qu'on remarque moins, par exemple, ici, c'est qu'en 2008, pour des raisons obscures, puis je vais vous consulter là-dessus, l'humanité a décidé en 2008 et 2009 de consommer moins d'énergie. Est-ce qu'on a eu un éclair de lucidité? Est-ce que Laure Varidel aurait parlé aux Nations unies en disant qu'on était en train de se suicider et elle aurait convaincu tout le monde d'arrêter de consommer de l'énergie? Non. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Grosse crise économique. Quand on vend moins d'aluminium, puis qu'on vend moins d'auto, puis qu'on vend moins d'acier, puis qu'on vend moins de bois, ce qui se passe, c'est qu'on consomme moins d'énergie. On a un impact moins grand sur l'environnement qui est autour de nous. Puis ça, c'est vraiment important. Et donc, on le voit, là, c'est très clair, il n'y a pas de miracle, ça s'est répercuté comme ça. Le graphique nous dit autre chose, c'est que les renouvelables, donc la partie qu'on appelle renouvelable high-tech, géothermie, éolien, solaire et compagnie, plus l'hydroélectricité, que nous, au Québec, on connaît très bien. Hein? On en a jusqu'aux oreilles. 99 % de notre énergie vient de là. Alors, c'est seulement 9,5 % du cocktail mondial d'énergie. Puis après ça, bien, outre nos classiques trios fossiles, on a une petite bande ici en orange ocre qui est de l'énergie nucléaire. Puis par chance, nous, on était capable de se débarrasser de ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Bien, c'est que la consommation d'énergie, là, elle augmente tout le temps. Puis oui, en effet, elle est supérieure à 10 000 millions de tonnes équivalent pétrole, puis ça continue comme ça. Et ce n'est pas un signe très encourageant pour l'accord de Paris. Ce que je veux vous dire, c'est que si ça continue à augmenter, ça ne va pas nous aider à atteindre notre réduction de gaz à effet de serre pour les années qui s'en viennent, ça c'est sûr.
Si vous avez un pot de bonbons avec 30 bonbons dedans, puis vous en prenez un par jour, ça va durer 30 jours. Bingo! Si la première journée, vous en prenez un, la deuxième journée, vous en prenez deux, la troisième journée, vous en prenez trois, ça va durer combien de temps? Moins de 10 jours. Alors, vous voyez qu'il y a une grande différence. Quand on augmente le taux auquel on fait des prélèvements dans une réserve, il va en rester moins longtemps. Bien là, ce qui se passe avec nous autres, c'est qu'à chaque année, on augmente notre consommation de pétrole, de gaz puis de charbon. Donc, approche très rapidement le moment où on n'aura plus. Ou, je ne sais pas qu'il n'y en aura plus. Il va être compliqué en Jupiter à aller chercher. Hein, les premiers qui ont été allés chercher du pétrole, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un tuyau en métal, plantaient ça dans le sol, puis la pression de la croûte terrestre faisait sortir le pétrole. Après ça, c'était plus compliqué, puis il y en a encore comme ça. On met des pompes, hein, des trucs qui montent, puis qui descendent, puis qui font tous les temps. Aujourd'hui, il faut se casser le génie pour aller chercher du pétrole. On s'installe, par exemple, dans le golfe du Mexique. On est à 1,5 km du fond de la mer. Là, on va, on fore, puis on creuse un autre kilomètre pour aller chercher du pétrole. Puis vous savez ce qui est arrivé à la plateforme de forage Deepwater Horizon, justement, là-dedans? À un moment donné, on se tire une balle dans le pied parce que ça pète puis ça casse. Mais le pétrole, il y en a encore pas mal. Mais il est très difficile à aller chercher. Ou bien non, il coûte extrêmement cher à sortir du milieu dans lequel il est. Puis là, je fais référence au pétrole de l'Alberta qui est pris dans les sables bitumineux. Mais notre pétrole, il en reste, mais il va être de plus en plus difficile à aller chercher. Alors, c'est ça que ça nous dit. C'est que notre consommation augmente, puis elle est en accord avec les données de British Petroleum. Ces données-là sont en accord avec celles de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, qu'est-ce que nous a dit Spencer Dale la semaine dernière? Eh bien, est-ce que notre consommation globale augmente ou diminue? Je pense que vous avez eu votre réponse. Est-ce qu'on a réduit, pensez-vous, en 2018, nos émissions de gaz à effet de serre? Eh bien non, on ne s'en va pas vers Paris, ça a augmenté encore une fois. Est-ce qu'on a augmenté notre installation d'énergie renouvelable? Ça, je n'ai pas parlé. Pensez-vous que c'est oui? On a-tu augmenté? Beaucoup? Ah, globalement, dans le monde, c'est dans le tapis. Où est-ce qu'on augmente le plus les renouvelables dans le monde? En Chine. En Chine, pendant. Ouais. La Chine installe depuis 3 ans l'équivalent de la puissance électrique d'Hydro-Québec, à chaque année, juste en solaire. C'est vraiment hallucinant, c'est capotant. Puis malgré ça, quelle énergie renouvelable s'installe le plus? De ce temps-là, c'est le solaire. Ce n'était pas vrai il y a 5 ans, c'était l'éolien, mais là, c'est vraiment le solaire. Puis est-ce que l'installation de renouvelables est suffisante pour combler les besoins de l'humanité? Les Chinois, là, ils ont switché pour me faire du solaire. Avant, ils faisaient des centrales au charbon. Est-ce que ça fonctionne, leur truc? Non. Il faut qu'on continue à exploiter le pétrole puis le charbon parce que le taux d'implantation du renouvelable, du solaire en Chine est insuffisant à combler leur appétit pour de l'énergie. L'année dernière, c'est écrit, c'est tiré du rapport de BP, la croissance de la production de pétrole aux États-Unis, ça a été la plus grosse pour tous les pays de tous les temps. Puis la croissance de production, de consommation de gaz naturel en milliards de mètres cubes, c'est quand même pas un petit montant, ça c'est juste la croissance, ça a été un record aussi pour tous les pays de tous les temps. Fait que l'année dernière, là, ça n'a pas été une année formidable pour l'accord de Paris, je peux vous le dire. Ça a été un désastre. On s'attendait à une diminution ou au moins à, je dirais, une égalité avec 2017. En 2017, ça avait bien été. On n'avait pas augmenté la consommation de pétrole et de gaz. Mais l'industrie chinoise a tiré tellement d'énergie et les Américains se sont mis à en dépenser tellement parce que ça ne coûtait pas cher. Puis aussi, vous avez dû remarquer ça, on est en Amérique ici. Cette année, il a fait fret de bonne heure, il a fait fret tard. Donc, en Amérique, globalement, il y a eu plus de degrés jour où il fallait chauffer, puis aussi plus de degrés jour dans le sud où il fallait climatiser. Ça a eu un effet là-dessus directement. Puis ça, on n'a pas pu installer assez vite des panneaux solaires ou de l'éolien pour le combler. Alors, vous pouvez aller chercher ça si ça vous intéresse pour voir toutes les statistiques. Elles sont toutes fraîches, publiées la semaine dernière, les statistiques de British Petroleum. Elles sont vraiment formidables. Alors, le Soleil, c'est une petite boule qui ressemble à ça. Petit, ça va être relatif, on va regarder ça. Est-ce que vous avez une idée de sa température en surface? Tiens, c'est une petite idée. Des milliards et des milliards de degrés.
milliard. On n'est pas encore au milliard, mais c'est quand même assez pour se faire cuire un œuf. Hein. Il fait 5800 Kelvin ou à peu près 5500 degrés Celsius à la surface du Soleil. C'est chaud, là. Il n'y a rien qui tient ça, là. Je veux dire, l'acier fond, tout pète, tout brûle. C'est vraiment extrêmement chaud. Puis à l'intérieur, là, tu étais dedans, par exemple, il fait 15 millions de degrés à l'intérieur du Soleil. Donc, c'est vraiment pas une planète comme les autres. C'est pas comme la nôtre, qui est vraiment une planète, c'est un astre. Et ça, c'est peut-être du chinois pour vous, la densité de puissance, mais combien d'énergie qui sort là, par surface, par mètre carré du Soleil? C'est hallucinant. Ça ne vous dira peut-être rien, je pourrais peut-être tenter une analogie, mais il sort 62 mégawatts, millions de watts par mètre carré à la surface du Soleil. Puis je peux vous dire que la boule est grosse, fait que c'est de l'énergie en bébite. 62 mégawatts, comment vous dire? Si vous avez une maison unifamiliale, 3 chambres à coucher, 3 salles de bain, 2 étages, sous-sol, vous avez peut-être une fournaise de 20 kilowatts pour vous annoncer, pour vous chauffer. Fait que là, on est 1000 fois, c'est comme 1000 maisons, 2 fois, 3 fois. 3000 maisons, la puissance, sur un seul mégawatt de soleil. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de jus qui sort sur chaque mètre carré. Alors, imaginez. Mais à la surface de la Terre, évidemment, ici, on a des gens qui ont fait des cours de géométrie, puis vous connaissez que la surface d'une sphère, ça dépend de R carré. Fait que quand R augmente, c'est-à-dire la distance entre la surface du Soleil et qu'on arrive à la Terre, bien, ça a beaucoup diminué en watts par mètre carré. On arrive à peu près à 1350 watts par mètre carré. Ça veut dire une plainte électrique à peu près longue comme ça, sur chaque mètre carré de la Terre. Et là, savez-vous, c'est fait en quoi le Soleil? C'est un mélange de ciel de Charlevoix et de Migneron. 50-50? Un petit peu d'hélium avec ça, oui. Je pense qu'il y a des gens qui ici sont pas mal au fait de ce qui se passe. Alors, c'est un gros réservoir d'hydrogène et d'hélium, puis avec des broutilles d'autres choses autour, mais l'essentiel du moteur du Soleil qui fait toute cette énergie-là, c'est de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Fait que la bonne nouvelle, c'est que bon, on n'est pas rendu à la fin de la vie utile de notre Soleil. Je veux dire, il reste en masse d'hydrogène pour la conversion. Il n'y a pas trop de problème. Mais 1 gramme de matière contient l'énergie de 15 000 barils de pétrole. Fait que le Soleil, j'essaie de vous convaincre que c'est une source d'énergie assez formidable. Alors, pourquoi il brille, le Soleil, puis qu'est-ce qui se passe dans le Soleil? Bien, c'est suffisamment chaud pour fusionner de l'hydrogène. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, dans leurs rêves les plus fous, essaient en fait encore de reproduire sur la surface de la Terre. On aimerait ça faire la fusion de l'hydrogène pour aller chercher l'énergie qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer comment ça marche. Série de réactions qui convertit 4 hydrogènes, des H, en 1 hélium He. Vous êtes encore peut-être plus haute que moi avec le tableau périodique des éléments, parce que moi, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas regardé, je dois avouer. Alors, la masse de 4H est supérieure à He de 0,7 % seulement. Mais, vous connaissez ce gars-là? À part tirer à la langue, qu'est-ce qu'il a fait? E égale mc2. Exactement. Donc, l'énergie, si on veut, est proportionnelle à une certaine forme de masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc, la masse de Soleil est transformée en énergie. Et ça, c'est M. Einstein qui a trouvé ça. Maintenant, si on revient à des contemporains, ou presque, c'est le 20e siècle, on va dire que c'est là. Alors, on a un gars qui a dit, I'd put my money on the sun and solar energy. What a source of power. I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that. Alors, Thomas Edison jasait avec un gars qui s'appelle Henry Ford. Vous les connaissez, ces gens-là. Je les mets à côté de ce qui est l'archétype de leurs inventions. Là. Ford, ici, est à côté de la voiture qu'il a créée. Si vous vous promenez en Escape, vous vous promenez dans une de ses bagnoles. Et puis Edison, ça n'a pas été celui qui a inventé l'ampoule électrique. Hein? L'ampoule électrique, ça a été inventé en 1802 par un monsieur Davy. Mais lui, il l'a commercialisé. C'est lui qui a fait le bacon avec 77 ans plus tard. Fait que vous voyez que des fois, quand vous avez une bonne idée, mettons, là, toi, en 2020, là, tu dis, je vais commercialiser telle technologie de l'énergie. Il ne faut pas que tu désespères de la commercialiser. Des fois, ça prend du temps avant que ton idée soit à propos. Si tu es convaincu qu'elle est bonne, un de ces jours, tu vas targeter, puis bing, ça va être le bon temps pour arriver, ça va être le bon timing. Alors, il ne faut pas les perdre. Alors, M. Davy avait une bonne idée,
M. Edison l'a commercialisé. Mais l'intérêt ici, c'est qu'on est en 1931 lors de la conversation. Puis il y a déjà des gens là, qui font de l'argent avec le moteur à combustion interne et qui se disent « Shit, les gaz à effet de serre qu'on dégage vont finir par faire un effet vraiment affreux sur l'équilibre qu'on a sur la Terre. » En fait, qui est le premier qui aurait dit qu'il y aurait un problème avec la combustion de molécules de carbone, hydrogène puis oxygène? Est-ce que ça date d'Al Gore en 2000? Non, je viens de vous dire que ces gens-là s'en préoccupaient déjà. Ça fait combien de temps qu'il y a des gens qui se disent que si on brûle du charbon et du pétrole, il va y avoir un problème un jour? James Watt, un autre businessman anglais, en 1784. En fait, les gens le savaient déjà. Ils se disaient, on prend du charbon, puis on brûle ça avec de l'oxygène. C'est sûr que ça va faire du CO2. Vous faites des cours de chimie au secondaire, vous le savez bien que ça fait ça comme réaction. Tout le monde sait ça. Mais ça fait juste depuis les années 2000 que ça commence à rentrer dans la tête des gens, là, que ça commence à être important de s'intéresser à ça. En fait, un monsieur Arrhenius, en 1896, a fait le premier modèle mathématique d'accroissement de la température en fonction de la concentration du CO2, puis il était pile poil dedans. Avant lui, il y a Joseph Fourier, en 1822, qui a fait aussi un modèle. C'était moins précis, mais lui aussi avait énoncé qu'il y aurait augmentation de la température de la Terre si on brûlait du carbone. Alors, ça fait longtemps qu'on sait qu'on est en train de se tirer dans le pied dans une certaine mesure. Alors là, on va faire la science. Là. Ça, c'est rough un peu. Là. Alors, ça n'a rien à voir avec la gravité. Alors, qu'est-ce qui rentre du rayonnement solaire dans l'atmosphère? Alors, vous avez des ondes radio, vous avez du visible, puis évidemment, l'ultraviolet, puis les rayons X, puis les rayons gamma, ça ne rentre pas, parce que sinon, on finirait toasté des deux bords, c'est bien certain. On a une petite couche très, très mince qui nous protège de ça. On a donc ces ondes-là qui ont une différente shape, donc une fréquence de plus en plus élevée et une longueur d'onde de plus en plus courte. Quand on regarde à peu près les longueurs d'onde, les ondes radio, c'est de l'ordre de la taille d'un bâtiment. Puis évidemment, quand on est à l'autre bout du spectre, bien, c'est beaucoup plus petit. Et puis, les corps émettent donc du rayonnement en fonction de leur température. L'échelle n'est pas tout à fait exacte ici, là. Par exemple, le soir, quand vous fermez votre lumière dans votre chambre, si vous regardez votre table de chevet, en théorie, vous ne devriez pas être ébloui. Parce qu'elle est à 27 degrés Celsius, ou environ 300 Kelvin. Puis un corps à 300 Kelvin, là, ça n'émet pas dans le visible. Fait que votre détecteur, votre œil ou vos yeux, est incapable de voir la table de chevet. Mais le soleil, lui, émet dans toutes ces longueurs d'onde-là. Mais principalement, comme on le voit ici, il émet dans la longueur d'onde visible. Ça fait 2,8 millions d'années qu'il y a, ce n'est pas des sapiens, mais il y a la race Homo, là, Erectus, puis machin chose. Là. Alors, nos deux détecteurs ont eu 2,8 millions d'années pour s'adapter à l'endroit où le Soleil émet le plus, c'est-à-dire dans le spectre visible. Il n'est pas large, le spectre visible, à peu près 0,4 à 0,7 microns. Là. Je ne serais pas capable de mettre mes ongles assez proches pour que ça représente ça. Donc, les ondes là, sont vraiment limitées. Mais 37 % de son énergie est émise là-dedans, dans le visible. Puis notre détecteur est capable de voir ça. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on a beaucoup d'énergie qui rentre, puis là, il se passe toutes sortes de choses dans l'atmosphère. Il y en a une partie qui est absorbée, une partie qui est réfléchie, une partie qui est dispersée. Je ne rentrerai pas dans la physique là-dedans. Là, j'ai peur que vous ayez mal à la tête. Ce n'est pas ça mon but. Mais ce que je veux dire, c'est que le Soleil, ce n'est pas si facile que ça d'aller extraire son énergie puis de s'en servir comme on veut. Puis si un jour, ça vous tente d'être des experts en énergie solaire, il va falloir que le concept de fréquence puis de longueur d'onde, ça soit quelque chose qui vous parle un peu, ça c'est clair. Alors, les régions les plus ensoleillées du monde, vous le savez, c'est Baie-Saint-Paul. Ouais, surtout cette année, ouais. En fait, le désert de l'Atacama, là, c'est pas mal ce qu'il y a de plus hot dans ce genre-là. Ici, ce qu'on vous présente ici, c'est une carte très particulière. Hein, c'est la quantité de kilowattheures qu'on peut produire par année ou par jour par kilowatt de puissance installée en fonction de la totale de la puissance qu'on a mis. Ça donne quand même une bonne idée de la quantité d'énergie ou de la puissance qui tombe sur le sol. Puis, c'est presque intuitif. Hein. Vous le savez, en Afrique, dans le Sahara, ben ouais. C'est une belle place pour ça. Là. Faire pousser des bégonias dans le Sahara, c'est pas terrible. Mais faire une centrale solaire, c'est pas mal hot.
Puis on voit que nous, ben, on habite dans une région qui est, ouais, on ne peut pas tout avoir, de l'hydroélectricité, des forêts en masse, des métaux, puis tout ce que vous voulez, l'uranium, n'importe quoi qu'on peut vendre, et puis avoir du soleil en plus. Mais il faut se consoler parce que vous savez, Baie-Saint-Paul, il y a plus d'énergie solaire qui tombe dessus qu'à Berlin ou qu'à Tokyo. Puis pourtant, Tokyo puis Berlin, eux, ont fait des choix d'être à l'énergie solaire. Puis pourquoi ils ont fait ces choix-là? Parce que eux, qu'est-ce qui leur manque qu'on a? De l'eau. En connaissez-vous bien des pays où il y a autant d'eau qu'au Québec? Je parle de l'eau disponible pour faire de l'énergie. 2, 3, essayez-vous. Qui fait de l'hydroélectricité d'après vous, là? Les pays où il y a beaucoup d'eau. Islande, Norvège, puis là, je vais pas mal épuiser ce qu'il faut, là. Il y en a un petit peu en URSS, mais parce que le pays est grand, mais vraiment, c'est surtout le Canada, particulièrement le Québec dans le Canada, la Norvège, puis l'Islande. Mais on a quand même du soleil, c'est pas parce qu'on n'en a pas, on en a en masse. Maintenant, si on regarde ici, tout le soleil qui tombe sur la Terre, puis toute notre capacité à le harnacher, bien, on voit que c'est plus grand, le petit cube qu'il y a là, que le cube qui représente la consommation mondiale d'énergie. Fait que techniquement, là, on a assez de soleil à chaque année pour tout faire. Ça, il y a zéro problème. Et en fait, le cube solaire annuel est plus grand que les réserves de non renouvelables que sont le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium combinés. Alors, il n'en manque pas de soleil, sauf qu'aller le chercher dans le milieu du Pacifique, c'est compliqué. Même affaire pour l'énergie éolienne. Je veux dire, ce n'est pas toute l'énergie éolienne, pas tout le vent qu'on peut harnacher sur la surface de la Terre, mais on en a une bonne partie quand même. Puis cumuler toutes ces sources d'énergie-là pourraient théoriquement permettre d'assouvir nos besoins. Fait que moi, je ne suis pas trop loser sur l'avenir de la planète. Il y a des gens qui disent on va tous mourir étouffés dans la boucane, on va s'étouffer, puis il va faire plus d'œufs, puis les dinosaures vont revenir, puis les palmiers vont pousser à Baie-Saint-Paul. Ah, ce serait peut-être pas pire, ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir inévitablement des changements imputables à notre consommation de fossiles, mais la vie va s'adapter. Il va y avoir autre chose qui va se produire. Peut-être qu'on va subir des épidémies et des choses vraiment pas agréables, mais je pense que Sapiens, comme il y en a partout sur la planète, devrait survivre à tout ça malgré tout. On en parlera plus tard, on est plus dans le solaire. Alors, êtes-vous tanné de m'écouter? Trouvez la faute d'orthographe là-dedans. Bon, elle va revenir celle-là. Maintenant, donc, l'utilisation totale, on le voit ici, puis pour ceux qui sont plus mathématiques, l'hydro, la biomasse, l'éolien, les océans, c'est de l'ordre de grandeur en kilowattheure par année de 10 à la 14 à 10 à la 15. Quand on regarde la quantité d'énergie solaire disponible, on est à 10 à la 18. C'est 1000 fois plus. Quelle source formidable d'énergie, disait Edison à Henry Ford. En gros, le soleil, c'est gros. C'est une grosse boule d'hydrogène et d'hélium. Alors, ça a des millions de kilomètres de diamètre. C'est beef, là, dans le beef. 120 fois le diamètre de la Terre. La distance à la Terre, c'est 10 à la 11 mètres. Ça fait en sorte que ça prend à peu près 8 minutes pour que la lumière ou l'énergie du soleil frappe la Terre. On vous a peut-être cassé les oreilles avec ça, là. Il n'y aura pas de question d'examen là-dessus, c'est sûr. Le soleil, curieusement, il est à une distance où notre Terre qui circule autour n'est pas toujours à la même distance. Fait que ça varie, là, le 1,5 par 10 à la 11. Puis, curieusement, le soleil est plus proche de la Terre en hiver. Ça, c'est dû au fait qu'il fait froid ici, c'est dû au fait que la Terre est inclinée. Je ne donnerai pas un cours d'astronomie, on a M. Lacombe qui va vous expliquer ça tantôt bien mieux que moi. Mais là, ici, je représente, là, puis pensez jamais qu'en été, il fait plus chaud parce que le soleil passe entre la Terre et la Lune. Il ne fit pas. C'est juste 25 000 km aller à la Lune. C'est une bénerie, là. Il y a des gens qui roulent ça en auto par année. Mais aller au soleil, c'est long, puis son diamètre, c'est encore beaucoup plus grand. Fait que ça, là, ce n'est pas une représentation à l'échelle de ce que c'est, là. Mais la Terre et la Lune, c'est à côté par rapport au diamètre du soleil. C'est vraiment quelque chose de gros. C'est vraiment énorme. Alors, ça se mesure comment, le soleil? Ça se mesure avec ça. Parce que, puis pourquoi on le mesure, le soleil?
Le soleil, on le mesure parce qu'on va être capable de faire les machines qui nous fournissent assez d'énergie pour en avoir. Alors, ce que je présente aux gens qui sont assis en avant, c'est un petit détecteur à photodiode qui nous fait, si on veut, en fonction d'un microvoltage qui va noter, en fonction de son éclairage, va nous donner une valeur en watts par mètre carré qui tombe. Alors, évidemment, des photodiodes comme ça, on peut faire toutes sortes de bidules avec. On peut les mettre horizontalement pour avoir le rayonnement horizontal, mais si on met des panneaux solaires à 45 degrés, on peut le mettre à 45 degrés. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut l'arnacher en y mettant un tube autour. En y mettant un tube, on va avoir à l'intérieur seulement le soleil direct qui rentre. On pourrait suivre le soleil comme ça dans sa course pendant la journée pour connaître la composante directe, parce que sinon, cet appareil-là, il mesure toutes les composantes du soleil. Celle qui est directe, celle qui est diffuse, qui viennent des nuages, qui viennent d'un peu partout, puis celle qui est réfléchie par notre environnement. Fait qu'on a différents dispositifs qui viennent avec ça. Celui-là, le pyranomètre Depley, c'est quelque chose qui coûte plus cher et qui fait la même chose. Parce que ça n'a pas beaucoup de précision. Pour certaines applications, ce n'est pas très important. On n'est pas à 1 ou 2 watts près, là. Puis pour certaines autres, bien, on aimerait avoir plus de précision, alors c'est ce qu'on utilise pour le mesurer. Ces bidules-là, c'est justement fait pour créer de l'ombrage sur la petite boule du pyranomètre Depley. Là, ici, on a un petit cercle qui empêche le soleil de frapper la boule. Donc, lui, il va mesurer juste le diffus. Et avec ça, ici, on a des petites boules qui font la même job, avec plus de précision, et qui vont suivre le soleil dans son cours, puis qui vont empêcher toute la journée le soleil direct d'entrer là-dessus. Ils vont faire de l'ombre. Comme ça, on va mesurer juste les autres composantes. C'est comme ça qu'on est capable de caractériser la quantité de soleil. Puis là, je ne donnerai pas de détails sur les autres composantes, la circumpolaire, celle qui réfléchit, etc., etc., mais on mesure le soleil. On doit le mesurer avec des instruments qui ressemblent à ça. Alors, au Canada, puis j'aime bien ça, c'est tiré du cours de Michael Coumert. Grosso modo, on va aller vite. Sur 1 mètre carré, bien exposé au Canada, à chaque année, il tombe l'équivalent d'un baril de pétrole. On est capable d'aller chercher ça. Environ 1580 kWh par mètre carré. C'est ce qu'on a en soleil au Canada en moyenne. Des endroits plus, des endroits moins. On voit ici qu'à Baie-Saint-Paul, on est dans une zone moyenne d'ensoleillement pour le Canada et que dans le sud de la Saskatchewan et une partie de l'Alberta, du soleil, il y en a en bébite. Il y en a un petit peu plus qu'ici, bien entendu. Mais cela dit, et un de nos conférenciers l'a montré tout à l'heure, M. Poirier, qui travaille pour le laboratoire du gouvernement du Canada qui s'appelle le laboratoire CanMet Énergie. Il montre, lui, que même en hiver, puis même la nuit, il n'y a pas grand-chose. En hiver, il y a moyenne des panneaux solaires à côté d'une maison qui vont fournir suffisamment d'énergie pour alimenter tous les besoins d'une maison. C'est possible de le faire, mais là, ça prend un système de stockage. Mais on n'est pas si mal pourvu que ça. Ce qu'on essaye de faire avec nos instruments de mesure, c'est de déterminer ce genre de choses-là. On a ici, par exemple, pour une ville particulière, en janvier, la quantité d'énergie en kilowattheure par mètre carré équivalent, on convertit ça en énergie électrique qui tombe. Comme on est en janvier et qu'on est dans l'hémisphère nord, évidemment, sur la paroi sud des buildings, il y a plus d'énergie que sur le toit et sur les autres parois. Si on regarde la même ville en termes de mesure l'été, bien là ce n'est pas la même game. Premièrement, on a beaucoup plus d'énergie qui tombe par mètre carré, donc la densité est super haute. Et ça tombe surtout sur le toit et non pas sur les murs qui sont à 90 degrés parce que le soleil monte à cause de son zénith pendant la journée. Alors, ce qu'on essaie de faire pour déterminer les bons endroits pour mettre du soleil, c'est de cartographier, par exemple, un quartier de ce genre-là, afin de savoir, en hiver, au printemps, en été puis en automne, combien de soleil on va disposer pour tous les usages qu'on veut. Alors, grosso modo, si on regarde la captation du soleil, le meilleur système, c'est la nature qui nous le donne, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, par le couvert végétal, donne des térawatts de puissance. Quand on regarde le solaire thermique installé à la fin de 2017, on est à 472 gigawatts, et puis le solaire PV à 402. Le solaire thermique, ça fait depuis Archimède qu'on fait à peu près du solaire thermique. Ça fait longtemps qu'on en fait. Le solaire photovoltaïque, je vais vous en parler, ça fait pas mal moins longtemps. Alors, je vais peut-être accélérer un petit peu, parce que vous allez être tannés de m'entendre.
Alors, dans le bâtiment, le solaire thermique sert à préchauffer de l'air qui va être redistribué. Ici, vous avez une paroi de verre, vous avez un mur de briques, puis vous avez des ouvertures. Dans le jour, ça frappe de ce côté-là. Puis le soir, on ouvre ça, puis on part un ventilateur, puis on est capable de récupérer la chaleur. Les gens intelligents font aussi des bâtiments passifs, c'est-à-dire que l'hiver, il y a un débord de toit qui fait en sorte que le soleil va rentrer à l'intérieur, va être absorbé par le plancher, puis va être irradié vers l'intérieur. Mais l'été, le débord de toit va faire en sorte que le soleil, à cause du bandeau, ne rentrera pas dans la maison, puis il ne fera pas chaud à mourir dans la cabane. Ça, nos grands-pères connaissaient ça. Ils plantaient des peupliers sur le sud de leur maison pour que ça fasse de l'ombre l'hiver, puis que le soleil passe à travers de l'ombre l'été, puis que ça passe à travers l'hiver. Puis ils mettaient des sapins au nord pour que le vent du nord frappe les sapins, puis passe par-dessus la maison, puis qu'ils ne rentrent pas par le garde-manger. Aujourd'hui, il faut faire des doctorats en énergie solaire pour faire des conceptions comme ça. Alors, si l'architecture t'intéresse, l'architecture bioclimatique, c'est vraiment un concept d'avenir. On est capable de faire, même au Québec, des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie, Quentin. Mais on n'est pas assez pratico-pratique pour le faire. On sait comment faire, mais il n'y a personne qui le fait. Le chauffe-eau solaire passif, c'est celui qu'on utilise dans les endroits où ça ne chauffe pas. Alors, vous allez reconnaître mon ami, le tuyau, le tube sous vide ici, là, pour chauffer de l'eau. Hein. Vous savez, le soleil frappe là-dessus, ça chauffe l'eau par gravité, si on veut, ou par thermosiphon, ça vient s'installer dans le gros bâtiment, dans le gros ballon qui est là. Et là, tout simplement par conduction, en fait, on a un transfert qui s'en va vers l'eau potable qui est préchauffée. Ça, c'est rentable. Ça, on ne peut pas utiliser ça au Québec parce qu'il va geler bien dur quand il fait froid la nuit. Puis il faut mettre du glycol dedans, puis le glycol, ben c'est so-so, quoi. Je n'irai pas dans le détail, mais il y a une étude du Laboratoire des technologies de l'énergie d'Hydro-Québec qui a vraiment descendu en flammes les chauffe-eau solaires en disant que ça avait une période de retour sur l'investissement de 50 ans à 75 ans. Il n'y a pas grand monde qui veut investir ça, là, à moins de, peut-être qu'à l'âge que vous avez, vous allez voir le retour sur l'investissement, là, mais 50 ans de payback, c'est long. Alors, les capteurs, il y en a différents types. Vous avez les capteurs, je pensais qu'avant ça, ça s'en vient. Il y a des capteurs plats, chauffe-piscine, chauffage de l'eau, chauffage de l'air. Vous avez des capteurs avec des concentrateurs de soleil. Ça, il faut suivre le soleil pour que ça fonctionne bien. Vous avez ici le tube sous vide. Et là, on y met ici un petit caloduc. Je n'entrerai pas dans le détail. C'est une façon de transférer la chaleur. Ou vous avez une parabole bien classique. Vous allez m'écouter, on peut arrêter anytime. Vous avez juste à lever la main et dire, Daniel, j'en peux plus, là, ça ne marche plus. Alors, les premières installations thermiques, c'était gros comme ça. Ce que je veux faire ressortir, c'est la taille de la camionnette ici. Là, on produit beaucoup de jus avec ce genre d'installation-là. On a aussi un concentrateur qui est plutôt parabolique classique. Puis, vous avez aussi des stations héliothermiques. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous avez les miroirs qui vont chercher le soleil, qui le concentrent en un seul point, qui font fondre du sel fondu. Puis pourquoi ils font fondre du sel fondu? C'est pour que ça reste liquide pendant 3-4 jours si jamais il n'y a pas de soleil. Puis le sel fondu, à plusieurs centaines de degrés, lui est utilisé pour actionner une turbine hydraulique qui fait de la vapeur. Puis avec la vapeur, on fait de l'électricité. Ça, là, vous ne verrez jamais ça de votre vivant au Québec. Tout ça, tu installes ça là, quelque part aux Émirats arabes unis, sur le bord du Sahara, dans le sud de l'Espagne. Ça prend beaucoup, beaucoup de soleil pour que ça marche, mais ça existe. Puis si vous voulez faire carrière là-dedans, il y a des gens qui travaillent pour une entreprise qui s'appelle Racam, comme Racam le Rouge, là, dans Tintin. Racam, c'est basé à Sherbrooke. Ils font presque 100% de leur chiffre d'affaires à l'étranger parce qu'ils sont dans le solaire thermique, mais ils font des belles affaires quand même, puis ils font des trucs qui s'apparentent à ça. Ça, c'est un autre truc assez capoté, c'est la tour solaire. Vous avez une énorme serre au sol qui chauffe de l'air, puis cette air-là monte dans le tube qui est là, un peu comme une cheminée quand vous faites un feu. Et en bas, on a une turbine qui est actionnée, qui crée de l'électricité. Il y a eu même des projets fous, comme Ciudad Spain, à 750 mètres, presque aussi haut que les 808 mètres de Burj Dubaï, un bâtiment que vous avez peut-être déjà vu. Vous avez vu ça à Dubaï? Dubaï est complètement une ville de fou raide, là. Ce bâtiment-là, là, presque aussi haut, là, 800 mètres. On ne l'a pas construit encore, parce que ce n'est pas payant. En fait, cette tour-là, c'est celle de Maranzanes, au sud de Madrid,
Elle a été fermée en 1989 parce qu'il y a d'autres techniques renouvelables qui font en sorte que ça coûte moins cher que ça aujourd'hui. Les murs solaires, il y en a un ici que je vous présente, il est cool parce que lui il est dans une région éloignée qu'on appelle Montréal. Ça, c'est sur le boulevard Laurentien. Puis le principe est simple, vous avez le soleil qui frappe sur le mur, puis il y a des trous dans le mur, des micro-trous à travers lesquels il va y avoir aspiration d'air. Puis comme la tôle a chauffé, bien, l'air qui est juste à côté de la tôle est chaud, et puis on le préchauffe, puis on l'envoie à l'intérieur du building. Ça marche. C'est un bon truc, ça, pour les bâtiments neufs. Des tubes sous vide, ça existe aussi. Est-ce qu'on peut déployer la technologie à grande échelle? Oui, mais pas au Québec, on ne l'a pas vu. Par exemple, vous avez ici du chauffage urbain à base solaire au Danemark, ça se fait. Mais je vais faire quand même un clin d'œil à Jean Daniel, qui a un beau projet de chauffage urbain pour Baie-Saint-Paul, mais à la biomasse. À défaut d'avoir du soleil en masse à Baie-Saint-Paul, on a bien du bois. Puis faire un chauffage urbain, c'est une solution d'avenir, en fait, selon moi. En fait, il y a beaucoup de choses formidables qui se passent à Baie-Saint-Paul. À la laiterie de Charlevoix, il y a un processus de biométhanisation qui crée du méthane, puis le méthane est utilisé sur place pour réduire leur empreinte écologique. Puis vous avez l'entreprise Solugaz aussi, qui convertit des moteurs pour être un petit peu plus clean. Puis ici même, à l'hôtel, on chauffe à la géothermie, puis on climatise à la géothermie grâce à la source d'eau de la ville. Alors, pas besoin d'aller en Allemagne, pas besoin d'aller au Japon pour voir du high-tech. Il y en a chez vous. Mais on n'en voit pas beaucoup. Ça, c'est une autre affaire assez fuckée. La petite coccinelle est complètement flabbergastée, abasourdie en français. Ce sont les étangs solaires. On retrouve ça dans celui que je connais qui marche très bien, là, c'est dans le désert en Israël. C'est de l'eau extrêmement salée dans un désert qui n'arrive pas à s'évaporer. Et le principe, comment ça marche, casser ça fait, comme on dit en québécois, eh bien, c'est que curieusement, habituellement, les choses qui sont chaudes flottent sur les choses qui sont froides. C'est tant mieux parce que l'été, ça serait difficile de se baigner dans certains lacs, là. Mais quand l'eau est salée, elle va avoir une densité, même si elle est plus chaude, à 90 degrés Celsius, qui va faire en sorte qu'elle va aller sous de l'eau qui n'est pas salée, donc de l'eau potable, qui va flotter sur le dessus. Faisant une chose comme ça va comme isoler ce réservoir d'énergie-là. Puis avec ça, je ne vous donnerai pas un cours de thermodynamique, mais on est capable de faire de l'électricité. Et il y a effectivement un power plant ou une usine de production d'électricité qui fonctionne comme ça en Israël. Oui, il en fume du bon, là, on ne verra pas ça au Québec non plus, mais ça existe en solaire. Alors le solaire, aujourd'hui, je disais qu'on était à peu près à 472 gigawatts pour le thermique. Vous voyez que ça a une bonne croissance au cours des dernières années. Puis là, ça tend à être, il y a toujours une croissance, mais ça va un petit peu moins vite qu'avant. Pour le PV, what de que c'est? Bien, c'est parti mon kiki, je vous explique un peu ce que c'est. Ça vient du grec, phos, lumière, puis voltaïque, électrique. Ça vient du nom de volta, qui a aussi donné son nom à une unité, l'unité de voltage. C'est le potentiel électrique entre deux pôles. Alors, essentiellement, je ne vous donnerai pas un cours là-dessus. Vous voyez le beau sourire de M. Becquerel, petite cheese. Il n'était pas très souriant, mais c'est un gars brillant. Donc, quand le soleil frappe certains matériaux, ce que j'irais dire simplement, là, c'est qu'il va déloger des particules, des électrons, puis il va les faire traverser d'un endroit à un autre sous certaines conditions. C'est correct comme cours, là, je ne vais pas plus loin que ça. Fait qu'il fait bouger des électrons à l'intérieur du matériau, puis ça peut créer un courant électrique. Alors ça a été, si on veut, un premier effet a été observé, puis on a écrit là-dessus en 1877, mais encore le monsieur à la langue, il a obtenu son fameux prix Nobel. Il ne l'a pas eu parce qu'il a fait E égale MC carré. Il a eu un prix Nobel parce qu'il a écrit un papier sur l'effet photoélectrique. Après ça, on a eu l'effet photovoltaïque qui est très semblable. Et puis après ça, on a été capable de l'envoyer dans pas juste en laboratoire sur des petits trucs, mais sur des objets sur lesquels on était capable comment je pourrais dire, des semi-conducteurs. Et ça a été vraiment, wow, ça marche toujours. La petite coccinelle a grossi toujours. C'est Bell. Bell, ils ne font pas juste des téléphones, mais Bell Labs, en 1958, ont été les premiers à faire quelque chose qui marchait vraiment à l'aide de cellules qui ressemblent essentiellement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, en fait, ça ressemble surtout à celle-là. Celle que j'ai ici, là.
C'est gracieuseté de Ricardo. Si vous voyez des cellules photovoltaïques, je vais dire 2 mots sur celle-là plus tard, mais la cellule photovoltaïque, elle a ce genre de look, si on veut. Alors aujourd'hui, dans les technologies photovoltaïques, il y en a plusieurs. Il y a le silice cristallin, mono ou polycristallin. Il y a les couches minces. Les couches minces, c'est ça ici. Vous en avez un exemple. C'est un autre genre de procédé de fabrication. On dépose de fines couches de matériaux qui vont avoir la même propriété. Quand on les excite avec un rayonnement solaire, il va y avoir déplacement d'électrons. Vous avez aussi les organiques, si on veut. Et ça, il y en a plusieurs types de tout ça. Des cellules en polymère, par exemple. Puis là, j'en ai des cellules ici en polymère. Vous les voyez quand ils sont fabriqués. Là, j'en ai 4 qui sont ensemble. Et puis, j'en ai une ici qui est isolée. C'est ça qu'on prend, puis c'est ça qu'on utilise, en fait, les cellules qui sont flexibles, qu'on peut mettre sur des vêtements. Ils ont des propriétés qui sont positives pour certaines, puis moins pour d'autres. Je vais revenir là-dessus. Alors, grosso modo, la course à l'efficacité a fait en sorte qu'on a des efficacités, là, vous voyez, là, qui vont varier entre 48 pour les meilleures cellules, qu'on n'achète pas sur le marché, bien entendu, et je dirais autour d'une vingtaine de pourcents pour ce qui s'appelle les cellules les plus communes, polycristallines. Donc, on a des cellules où le rendement frise le 20-24 puis quand on les assemble ensemble, comme des perte d'espace, bien, vous allez avoir des panneaux qui ont à peu près 18 d'efficacité. Et puis, vous avez le domaine, il faut que j'en parle parce que c'est Ricardo qui m'a prêté son stock. Lui, il travaille là-dessus. Les perovskites, qui est un domaine tout à fait récent. On a commencé à travailler là-dessus après les années 2000. Ça, c'est les cellules du futur. Si vous voulez vous lancer en génie électrique, si vous voulez faire les panneaux solaires du futur, ce n'est pas encore hot, mais ça monte, là. Puis tranquillement, lui, il croit. Moi, je ne suis pas un spécialiste du photovoltaïque. Lui, il pense que cette cellule-là va faire en sorte qu'il va y avoir une révolution. Parce que pensez-y 2 minutes. Là. Moi, je suis aussi un homme d'affaires, je ne suis pas juste un prof. Là. Mais si tu doubles le rendement de ta cellule et qu'elle coûte la même affaire, le payback de ton projet vient de diminuer par 2. Puis tu peux te débarrasser de ton compte d'Hydro-Québec pas mal plus facilement. Ça va prendre moins d'espace sur ton toit, puis tu vas avoir de l'électricité quand tu veux, où tu veux, puis tu ne seras pas tributaire des augmentations de coûts. Fin du commentaire éditorial. Alors, vous avez des courses à l'efficacité. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que vous avez différents types de jonctions pour la cellule ou pour le module. Le module photovoltaïque est toujours un petit peu moins efficace que sa contrepartie de cellule parce qu'il y a de l'espace qui n'est pas utilisé pour faire de la conversion. Ça, c'est, rapidement, on fait spinner sur une table du silice pour faire des cellules monocristallines. Puis polycristallines, c'est un petit peu plus rough, ça ressemble à ça. Fait que quand vous voyez les cellules qui ressemblent à ceci, là, quand vous les regardez, là, vous allez voir du monocristallin. Puis quand ils sont plus lisses, comme celle que j'ai faite circuler tantôt, bien celle-là, c'est du polycristallin. C'est pas mal ça qui a le marché aujourd'hui. Là. Alors, pour éviter que vous ayez l'air de ça, je ne vous donnerai pas tout à fait la façon dont ça fonctionne, mais essentiellement, il y a des plus, il y a des moins, puis il y a de l'électricité qui circule à travers. Ça marche? Hop. Grosso modo, les autres technologies, couche mince, silicium amorphe. Le silicium amorphe, c'est celui que j'ai connu quand j'étais petit. C'est celui des calculatrices. J'ai encore une calculatrice qui marche avec une cellule solaire amorphe. Puis elle marche encore, puis je l'avais au secondaire. 16 ans, 57 ans, faites le deal. Ça fait 40 ans qu'elle roule, puis elle marche. Le solaire, ça marche longtemps. Après ça, vous avez le tellure de cadmium, puis d'autres trucs complètement capotés, dont les perovskites de mon collègue Izquierdo. Alors, les cellules polymères, je vous les ai montrées tout à l'heure, bien, on peut en mettre sur les vêtements, elles sont flexibles et malheureusement, elles sont endommagées par le soleil. C'est un peu cheap, là, mais on travaille surtout là-dessus pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent durer dans le temps. Parce que c'est bien le fun de s'acheter un truc à 2000$, mais s'il faut le jeter après 2 ans et demi, 3 ans, bien, c'est vraiment triste. Remarquez qu'on achète des iPhones, bon, on fait pareil, là, mais bon. Maintenant, si vous regardez la croissance de la technologie, c'est plutôt du mono puis du multi ou du poly, du silicium qui occupe le gros du marché. Et vous avez aussi des couches minces dont j'ai parlé un petit peu. Puis vous voyez que c'est fulgurant. Là. En 2000, la production était des peanuts, puis on est rendu, juste pour l'année 2015 ou 2016, 76 gigawatts de puissance installée, dont 45 en Chine. Puis pour le reste, c'est pour le monde. Alors, vous êtes tannés? Ça finit bientôt. Et puis là, en plus, la coccinelle, elle prend de
elle prend de l'ampleur. Oups. Ça présente à peu près la même chose. Ça ici, c'est le marché, mais vous voyez que ça a évolué avec le temps. Puis ça, c'est vraiment des technologies là, qui ont encore beaucoup d'avenir. Si vous voulez vous dépatouiller là-dedans, là, cellules, modules et puis panneaux solaires, ça ressemble à ça. Donc, ça prend plusieurs modules pour faire un panneau solaire puis plusieurs cellules pour faire un module. Puis comment on les assemble? Bien, les gens du secondaire connaissent bien ça. Là, leurs parents, peut-être moins de ce temps-là, mais on peut les connecter ou bien en série pour augmenter le voltage ou bien en parallèle pour augmenter le courant. Ça dépend de ce qu'on veut. Puis en général, on va les avoir à 12, 24, 48 volts, les panneaux solaires. Et ça s'installe super bien. Si vous avez une pourvoirie, si vous avez un chalet quelque part qui n'est pas raccordé au réseau d'Hydro-Québec ou si vous êtes écœuré d'Hydro-Québec, c'est possible de s'installer ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, puis pourquoi il y a un avenir, puis pourquoi ça change là. Ça, c'est un graphique de Bloomberg New Energy Finance. Donc, vous allez aller voir le New Energy Outlook de Bloomberg, c'est publié à chaque année. Vous voyez ici le coût en dollars par watt pour des dollars de 2018, qui chute en 1976 d'à peu près à 100 dollars par watt installé à ici, largement en bas d'un dollar. On est rendu à peu près à 25 cents par watt installé pour la cellule. C'est vraiment hallucinant, là. En fait, juste depuis 2010, autour d'ici, les coûts ont chuté de 80 %. Alors, le solaire remplace en termes de rentabilité les centrales au charbon et les centrales au pétrole. Pourquoi on fait encore des centrales au charbon et aux centrales au pétrole? Je vous ai dit ça au début qu'on en faisait encore. C'est parce que des fois, c'est ça qu'on sait faire. Fait qu'on le fait, puis on le fait vite. Hop. Vous voyez aussi, puis là, c'est un aparté, c'est pour les voitures électriques, dont celle de M. Trottier qui est là. Vous voyez le coût des batteries lithium-ion qui est en train de chuter aussi de façon dramatique. Mais on va attraper un plateau ici, puis ça va arrêter de chuter. Puis je ne suis pas un oracle des batteries, mais les batteries lithium-ion, ça va s'arrêter bientôt. Ça va devenir une vieille technologie, comme les NiCad qu'on avait dans le temps ou qu'on a eu les NiMH. D'autres batteries s'en viennent. Parlez-en à Karim Zaghib de l'IREC, gros laboratoire de l'Hydro-Québec dont on doit être très fier si vous voulez travailler en énergie électrique. Ils détiennent 90 % de tous les brevets sur les batteries dans le monde, le laboratoire d'Hydro-Québec. Ils travaillent avec Sanyo, ils travaillent avec Sony. Ils ont essayé de travailler avec Tesla, mais vous connaissez le tempérament impétueux, pour ne pas dire plus, de Elon Musk. Il a dit, moi, je n'irai pas travailler dans un pays de socialistes comme le Québec. Fait qu'il ne voulait pas travailler avec l'IREC, M. Elon Musk. Mais bref, les batteries, là, le coût baisse aussi. Puis très bientôt, le coût des batteries va être très bas. Combiné avec un coût de module très bas, ça va donner une pénétration, surtout dans la mobilité. Donc, les voitures électriques, là, très bientôt, elles vont vous donner une autonomie comme un réservoir d'essence. Vous allez pouvoir les charger à peu près en 5 à 10 minutes, puis elles vont coûter moins cher que les autos à essence. Ce n'est pas tout de suite, mais là, attendez pour changer d'auto. Ça ne sera pas long. Pour le solaire PV, ce n'est pas la courbe de croissance qu'on avait tantôt pour le thermique. Hein? Tantôt, là, on voyait que ça il y avait une croissance, mais que celle-ci ralentissait. Pour le PV, c'est la folie douce. On est rendu à 402 gigawatts. On a installé une pléthore l'année dernière. C'était vraiment épouvantable, dont 76, je disais en 2016. C'est impressionnant. À chaque année, c'est mieux en mieux. Ces données-là proviennent de Renewable for the 21st Century. Ils vont mettre à jour leurs données pour 2019 cet été. Alors, vous chercherez ça ou vous m'écrirez puis vous me direz, hey, monsieur, j'aimerais savoir, ça a été quoi la croissance en 2018 pour le photovoltaïque? Puis eux, ils font le truc là-dessus. Alors, je vais essayer de conclure. Si vous êtes maniaque de bâtiments, puis il y en a au moins un dans mes 4 lauréats, ou potentiels lauréats, qui est un maniaque de bâtiments qui veut faire de l'architecture, le solaire dans le bâtiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir. Pour plusieurs raisons. Eh bien, ici, on fait des bâtiments qu'on veut net zéro. Il y en a quelques exemples. Comme l'énergie coûte plus cher en Europe, puis mon collègue Paul pourra en témoigner, eux, ils font des BPOS, des bâtiments à énergie positive. Ça veut dire que le bâtiment consomme de l'énergie. Mais sur une base annuelle, quand on fait le bilan, il produit plus d'énergie qu'il en consomme,
pour que ce supplément d'énergie-là, non seulement ça y rapporte, mais puisse être injecté dans d'autres domaines de l'activité économique des produits européens. Et en 2020, en France, tous les nouveaux bâtiments vont devoir produire plus d'énergie qu'ils en consomment. 2020, là, entre vous et moi, là, on va voir le Père Noël, puis ça va être le lendemain. Là, ça va être vraiment, vraiment là. Alors, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Vous avez d'autres applications, toujours en bâtiment. Building Integrated Photovoltaics. On peut combiner le photovoltaïque avec le thermique. Bref, les possibilités sont infinies. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité de nos jours, ou bien pour s'éclairer, ou bien pour tout simplement avoir de l'eau potable chez eux. Et on a la centrale de Zagtouli, au Burkina Faso, qui a été inaugurée récemment. On peut avoir des applications même dans le nord. On l'a ici au Nunavik puis au Nunavut. Et ce sont des gens qui, autrement, n'auraient pas accès à l'énergie. L'énergie solaire, elle est distribuée partout. Alors, c'est ça qui, pour moi, est l'application la plus intéressante, un peu plus d'égalité sur Terre. Alors, la source d'énergie la plus largement disponible, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Les technologies pour convertir cette énergie en électricité sont de plus en plus diverses et répandues. Le photovoltaïque est en train de damer le pion au thermique. Le coût des panneaux solaires diminue de façon inexorable. Et le photovoltaïque va continuer son expansion puis va devenir une des principales sources d'énergie dans les prochaines décennies. Puis c'est déjà ça en Chine. Vous avez dit durant votre présentation que le solaire, pas l'éolien, est rendu même plus rentable que le charbon. Est-ce que c'est officiel, ça? C'est sûr que c'est officiel, mais là, il faut contextualiser ça. Ça dépend où. C'est parce qu'il faut en avoir beaucoup de soleil dans les endroits où ça se passe. Mais il y a eu des appels d'offres, notamment, c'était en 2016 même, pour un projet d'éolien. Et les gens qui ont répondu à ça, ils ont fait une soumission avec du solaire à 25 cents le watt. Donc, c'était vraiment pas cher. Puis aussi à 2,5 cents le kilowattheure. Donc, dans certains cas. Et là, on arrive avec des tarifs vraiment extrêmement compétitifs. Mais là, on parle du Chili, on parle des Émirats arabes unis, on parle de régions qui sont extrêmement ensoleillées où la densité de puissance de soleil qui tombe sur la Terre est peut-être 2,2 fois plus élevée que celle qu'il y a au Québec ou dans certaines régions du Québec. C'est pour ça que c'est rentable là-bas. OK. Le solaire, pas l'éolien, on parlait là. Le solaire. L'éolien, c'est pas très cher non plus. On est capable de faire de l'éolien à 6 cents le kilowattheure. Il y a des projets qui sont plus chers que ça dépend où on le met. Comme au Québec, il nous coûte un peu plus cher, il le faut un peu. Puis je ne veux pas généraliser pour tous les projets, mais on a de la glace, on a du givre, alors c'est déjà une prouesse que de faire de l'éolien. Mais l'éolien a définitivement sa place au Québec. Oui. On a parlé aussi durant la conférence de complémenter au niveau résidentiel au Québec. On pourrait peut-être complémenter notre source d'énergie hydroélectrique avec des panneaux solaires. Oui. En fait, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ce que j'ai dit pendant la conférence, c'est que la fluctuation de la charge la plus importante du réseau d'Hydro-Québec, ce n'était pas celle de l'industrie, puis ce n'était pas celle du commercial ou de l'institutionnel, c'était celle du résidentiel. Ce que j'ai dit spécifiquement, c'est qu'en janvier puis en décembre, c'est compréhensible, on tire du réseau d'Hydro-Québec dans les résidences beaucoup de puissance, jusqu'à 20 000 mégawatts de puissance. Puis ça impacte le réseau dans le sens qu'on arrive au maximum de ce qu'on peut faire quand on a aussi les autres charges qui sont fixes pendant l'année. On arrive à 36 000, mettons, la capacité totale d'Hydro-Québec, ou 38 000, ça tourne dans ces eaux-là. Et l'idée, ce serait d'utiliser le solaire intelligemment pour faire réduire la pointe de consommation pour les journées où on utilise beaucoup quand il fait froid. Une des façons de le faire, par exemple, mais ce n'est pas la seule, là, mais on pourrait, puis il fait très soleil souvent quand il fait froid. Hein? Une belle journée à moins 25, là, il n'y a pas un nuage. On fait beaucoup de soleil la veille, l'avant-veille. On a une batterie de stockage électrique. Et cette journée-là, évidemment, ça prend d'autres conditions aussi. On pourrait ne pas, nous, utiliser nos plaintes électriques pour brancher sur Hydro-Québec pour chauffer, mais on pourrait utiliser notre batterie, par exemple, pour réduire la pointe électrique. Mais ça prend un paquet de conditions pour faire ça. C'est faisable, mais ça prendrait des conditions de tarification, ça prendrait des politiques énergétiques qui seraient très différentes. Il faudrait évoluer dans ce sens-là. Il faudrait avoir aussi un réseau d'Hydro-Québec qui serait intelligent et qui pourrait l'admettre, cette chose-là. Ouais. Mais c'est réaliste. C'est réaliste, bien oui, parce que c'est fait dans le monde ailleurs, là.
Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a jamais eu besoin de le faire. C'est pas parce qu'on est plus bête que les autres, là. C'est pas parce qu'on est en retard technologiquement, c'est parce qu'on a jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de faire une chose pareille. Mais si vraiment on veut exporter de l'énergie, on a deux choix. Ou bien on réduit puis on libère une partie de l'énergie qu'on consomme déjà puis on la vend à l'extérieur, ou bien on construit des nouvelles infrastructures pour vendre de l'énergie à l'étranger, mais ça va coûter bien moins cher si on optimise celle qu'on a déjà. Ça, c'est mon avis. Puis votre avis en général sur les changements climatiques, est-ce que vous pensez lorsqu'on va changer le pétrole, les énergies fossiles par les énergies renouvelables, est-ce que c'est envisageable pour les prochaines décennies? Puis est-ce que ça va nous sauver un peu la planète? Hé là, je voudrais pas me faire d'ennemis. Je veux dire, je suis un partisan du pacte, pas tant pour la façon dont ça se fait, mais pour la finalité qui est là. Oui, il y a quelque chose à faire avec la planète, mais il faut considérer que la planète, c'est quelque chose qui a une très, très grande inertie. C'est-à-dire que les gestes qu'on a posés dans les années 1860, 1920, 1940 nous suivent puis vont nous suivre. Tout le carbone qui est émis aujourd'hui va rester dans l'atmosphère pour une centaine d'années. Donc, c'est sûr qu'on va le faire. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que notre cocktail d'énergie fossile représente, des gens disent 75, des gens disent 82 % de toute l'énergie qu'on consomme. On ne peut pas s'en passer demain matin. Alors, il faut, si on le consomme, puis on va le consommer, il faudrait pénaliser cette consommation-là, utiliser la pénalité, puis l'injecter dans des solutions alternatives pour s'alimenter en énergie de façon différente. Mais un peu à l'instar de la Chine, qui donne le ton là-dedans, ils installent des quantités phénoménales d'énergie solaire, par exemple. Ils installent Hydro-Québec au complet à chaque année depuis 4 ans. Bien, si les Chinois font ça, c'est même pas suffisant pour satisfaire leur appétit pour l'énergie. Moi, là, mon principal conseil que j'aurais, ce serait la sobriété énergétique. Il ne faut pas penser qu'on va remplacer, il faudrait qu'on commence à avoir une décroissance de consommation d'énergie. Mais là, c'est sûr que ça dépasse la simple question d'énergie, ça touche à l'économie, ça touche même à la façon, dans notre rapport à la nature puis notre rapport à la vie en général, là. On n'est pas obligé de consommer autant d'énergie qu'on le fait. Mais bon, je ne sais pas quand ça va arriver. Merci beaucoup. C'est bon? Je vous en prie. J'espère qu'il ne riait pas trop fort. Non, ben, Ça devrait être correct. Oui, c'est bon.